Bonjour Karine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait super plaisir que tu aies répondu favorablement. Tu as un parcours incroyable. Tu as eu 1000 vies. Tu as exercé 1000 emplois. Est-ce que tu peux commencer à nous expliquer en fait voilà, qui tu es et puis un petit peu ton parcours de vie? Alors moi c'est Karine, j'ai 50 ans bientôt. Donc après un bac général philo maths à l'époque A1, donc j'ai pas voulu continuer, enfin j'ai commencé à continuer la fac mais AES, administration économique et sociale, mais ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai arrêté et j'ai dit que je voulais aller bosser. Donc après avoir fait un peu tous les postes dans l'hôtellerie-restauration, j'étais maman et après j'ai élevé donc mes enfants seuls. Et je voulais trouver un poste qui me permette d'avoir les vacances scolaires et les week-ends. Donc ma soeur m'avait parlé d'AED à l'époque. Et donc je dis pourquoi pas. Donc j'ai fait sur l'internat, en externat, AED pendant 6 ans. Et ensuite je me suis dit c'est bien joli mais tu arrives quand même passer les 40 ans, il faudrait peut-être faire quelque chose, une formation qualifiante et donc j'ai hésité entre le soin et le médico-social et l'accompagnement. Donc ça tombait bien, Pôle emploi m'a proposé une formation d'AMP et donc je suis rentrée dans cette formation en accéléré un peu, 18 mois, donc c'était beaucoup de choses à ingurgiter, des choses avec lesquelles je n'avais jamais été confrontée forcément. Et puis donc j'ai eu mon diplôme d'AMP. Comment tu l'as vécu toi cette période, ces 18 mois de formation, toute cette nouvelle théorie, toute cette nouvelle culture professionnelle, comment tu l'as appréhendée? Ça a été dur parce qu'il faut ingérer beaucoup de choses en peu de temps et retourner sur les bancs de l'école à 43 ans pratiquement, c'est pas évident. Donc, et puis le contenu est très dense et il faut assimiler très vite et puis on n'a pas le choix parce qu'il y a des examens, il y a des contrôles, on va dire comme ça, il y a des stages, il y a des écrits à rendre, il faut être productif parce que c'est pas 3 lignes qu'on nous demande, et en même temps cette formation elle s'est bien passée parce qu'on était un super groupe et qu'on s'est portés les uns les autres et dès qu'il y en avait un qui flanchait dans le groupe, les autres étaient là pour lui redonner le moral. On s'est portés, on s'est vraiment portés tous jusque pendant 18 mois. Et ça a été franche camaraderie. Il y avait tous les âges. Il y avait, je sais qu'il y en avait une qui avait juste 18 ans et ça allait jusqu'à 56 ans. Donc c'était génial. Et j'ai eu ce diplôme. Mais au niveau des stages, c'était quoi ta première expérience professionnelle justement dans l'accompagnement en tant qu'AES? En EHPAD. Enfin AMP. En EHPAD. Donc c'était un de mes choix de toute façon. Donc en EHPAD. Donc expérience mitigée au début parce que effectivement quand tu fais un stage sur la période juillet-août, tu sais que les collègues partent en vacances, donc tu sais que tu ne vas pas être vraiment stagiaire mais plutôt AMP, Ouais, et donc voilà, t'es lancé dans le bain donc on prend pas forcément ni de gants ni quoi que ce soit, on te donne tes résidents à faire et puis voilà. Donc il faut être très vite dans le bain et heureusement on était encore à 2 avec une de ma meilleure collègue et on a pu se soutenir parce qu'il y a eu le fait qu'on ne nous considère pas comme stagiaires, moi ça va, j'étais dans le bain donc je faisais, mais ma collègue l'a moins bien vécu que moi. Et on nous demandait beaucoup et puis on n'avait pas forcément les réponses à nos questions. Il fallait faire, il fallait produire et être productif. Donc alors expérience mitigée, même si moi ça m'a conforté que c'était le public vers lequel je voulais aller. Tu es resté 6 mois en stage non. Dans l'EHPAD en EHPAD, non, je crois que c'était 2 mois et demi ou 3 mois le stage. D'accord. Voilà. Mais moi, j'ai été confortée dans mon... Voilà, je savais que ça serait comme ça, parce que j'avais déjà travaillé en EHPAD dans ma jeunesse. Mais voilà, je savais que c'était le public avec lequel je voulais travailler. Ça, c'était sûr. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te plaisait dans ce public?
Eh ben, il y a vraiment de l'accompagnement. Alors, hormis tout le côté soin que l'on fait nous AMP, qui normalement, voilà, les toilettes, eh ben oui, on mélange. Enfin voilà, ce que j'ai reproché à l'EHPAD, c'est que le manque de personnel ou le manque fait que l'AMP n'est pas forcément dans son poste d'AMP pur. On est aussi dans le soin. Et ce qui me dérange pas, mais il faut pas non plus laisser de côté. Si on a choisi de faire ce métier d'AMP, c'est bien parce qu'on a envie d'accompagner la personne. Et donc pour accompagner, il faut avoir du temps. Et le temps, malheureusement, on ne l'a pas. mais c'est pas grave, parce que si on l'a pas le matin sur les toilettes, on peut l'avoir à un autre moment. L'après-midi, ou voilà, pendant le repas, ou voilà. On trouve toujours un moyen. Si on veut passer du temps avec la personne, on va toujours trouver un moyen de passer du temps avec. Et puis quand je vois des personnes âgées qui n'ont pas de visite, qui sont seules, voilà, moi je peux pas, enfin la détresse, les sentiments quoi. Tu avais choisi ce métier-là pour le lien humain. Pour le lien humain, bien sûr. Mais ce que tu partages avec l'autre. Voilà, c'était ça. Oui, sinon j'aurais pas choisi de travailler avec de l'humain. Si on n'aime pas l'humain, on peut pas travailler. Pour moi, c'est primordial. Et je trouve que moi, c'était un public qui me correspondait bien parce que j'avais envie de donner du temps, j'avais envie de donner de l'amour, du partage. Voilà, oui, on peut donner de l'amour, de la tendresse, voilà. On est humain. On travaille avec des humains. Donc tout ce vocabulaire-là, pour moi, il va avec. C'est pas seulement une toilette, penser, ou voilà, c'est pas. Donc moi, ça m'a conforté. C'était le public avec lequel je voulais travailler. Ok. Ça, c'est sûr. Et j'ai aimé aussi, j'ai fait de l'accueil de jour sur un accueil de jour qui recevait des personnes Alzheimer, et j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai fait d'ailleurs un de mes écrits sur l'accueil de jour. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé. Même si on crée un lien toujours, hein, même si les personnes peuvent changer d'un jour à l'autre, on n'accueille pas forcément toujours les mêmes personnes, mais c'est moins dur physiquement aussi. Peut-être pas moralement, mais physiquement c'est moins dur. On n'a pas de transfert, on n'a pas de voilà tout ça, la manutention, tout ça, on a ça en moins. Mais j'avoue que j'aimais bien quand même moi. l'EHPAD, même si c'était dur, hein, on souffrait, mais j'aimais. Donc tu t'es éclaté, tu t'es dit. Ah ouais, mais je me suis éclaté. Je me suis pas trompé de choix dans. Non, je me suis pas trompé de choix. Parce que c'était mon choix premier. En tant qu'AMP, on peut travailler avec des divers publics. Hein. La personne handicapée, la personne vieillissante, la psychiatrie aussi, voilà. Et moi, je savais déjà que j'avais un petit feeling avec la personne âgée. Et je me suis dit, ouais, c'était confirmé. Ok, une fois diplômé, je reviendrai. Et ben oui, c'est ce qui s'est passé. Une fois diplômé. Donc 18 mois après. Voilà, et ben 18 mois après, j'ai fait une petite photocopie de mon diplôme, j'ai refait mon CV et je suis allée voir voilà, la directrice et puis j'ai été embauchée. Super. Voilà, donc c'était nickel. Jusqu'à ce que, malheureusement, accident de travail, j'ai pas exercé longtemps. Mais j'y ai mis tout mon cœur en tout cas. Mais c'était dur, ça c'est sûr. Mais et puis bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors, lors d'un transfert, je me suis fait mal au dos, mais j'avais déjà des problèmes de dos et malheureusement, c'était pas bon pour moi. Donc, j'ai été en accident de travail pendant 3 ans et ensuite, on m'a dit de penser au reclassement professionnel parce que je ne pourrais plus exercer mon métier d'AMP. Donc là, quand vous avez attendu jusqu'à 42 ans, 43 ans pour faire quelque chose dont vous aviez vraiment envie, de travailler enfin avec le public que vous aviez choisi, et on vous dit, allez, t'es stoppé net dans ton élan. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Alors oui, il y avait bien cette solution de travailler sur un accueil de jour. Mais alors là, les places sont très chères, ou alors il faut avoir un piston énorme. Donc ça ne s'est pas fait. Et j'ai une collègue de ma formation d'AMP qui m'a dit ah, mais moi, je me suis orientée vers AESH. Nikedako. Qu'est-ce que c'est ? Elle me dit t'accompagnes des élèves dans leur scolarité. Elle me dit, tu verras, c'est sympa, on retrouve ce qu'on nous a appris dans notre formation d'AMP, hein, tu retrouves les publics, les pathologies qu'on a appris. Hein.
J'ai dit, ah bon, bah écoute, je vais me lancer. Je me suis lancée, j'ai envoyé mon CV. Et puis donc, on m'a reçu. Et bah, on m'a dit oui. Parce que quand on a... Alors, AESH, c'est un... Enfin, j'avais l'impression que c'était un peu le truc où on voyait de la lumière, on n'avait pas trop de boulot, hop, on y allait, quoi, en fait. J'avais l'impression que c'était un peu ça. Et parce qu'il y en avait qui n'ont pas de qualification, aucun diplôme, ou qui étaient en recherche d'emploi depuis un moment et qui se disent pourquoi pas. Alors que moi je trouvais que c'était cohérent par rapport à mon parcours d'AMP. Donc effectivement il m'a dit, quand il a vu le diplôme AMP, ils ont dit waouh, oui, oui, on aime. Quand ils recrutent, ils aiment bien parce qu'on a déjà la formation à la base. Et on a une formation bien plus large que ce que eux nous prodiguent ensuite. Ouais. Donc il m'a dit, vu votre parcours, comme moi j'ai travaillé déjà en lycée, il m'a dit, je vous vois bien vous sur le lycée. J'ai dit, c'est nickel, parce que moi je me vois bien aussi sur le lycée. Alors autant tu vois les personnes âgées ça me dérangeait pas, mais alors le public petite enfance là, non merci. Non, ouais. Et bon, si j'avais été oui, pourquoi pas, mais je pense pas que je me serais pas sentie à ma place en fait. Ouais. Je pense pas. Je suis plus à l'aise avec les ados, j'ai une plus grosse expérience, j'ai fait de l'internat, de l'externat, du tutorat en lycée. Ça, le feeling passe en fait. Voilà, moi j'aime bien. Et donc du coup, voilà, quand j'ai eu mon affectation, ma première affectation, effectivement, j'étais en lycée. Et puis c'est parti. Hein, Et alors, ça se passe comment alors? Tu es AESH, ça y est? Oui. Ton premier jour, il ressemble à quoi? Alors mon premier jour, il ressemble à un jour qui n'était pas la rentrée officielle. Moi, j'ai été mise en poste le 19 septembre. Donc la rentrée était déjà faite. Donc j'arrive comme un cheveu sur la soupe en fait. Les trucs sont déjà lancés, c'est déjà sur les rails. Moi j'arrive dans ce lycée qui m'était inconnu et je vais où, je ne sais pas. Donc je vais à l'accueil, je vais dans les services administratifs, vie scolaire. Bon là on dit oui, AESH, oui très bien, mais maintenant ils ne m'attendaient pas, enfin ils étaient pas, c'était inattendu. Hein. Donc je me suis dit oh là 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 là, alors déjà tu connais pas l'établissement, tu connais pas. Je me suis dit l'infirmerie pour moi c'était logique, donc je vais à l'infirmerie. Donc moi j'avais les noms des élèves que j'allais accompagner, donc avec ça on a réussi à les convoquer pour que je puisse au moins, parce qu'on ne sait rien en fait, on a une notification avec des élèves à accompagner, mais on ne sait pas leur pathologie, on ne sait pas ce qui a été mis en place. En fait il faut faire un travail tu te débrouilles quoi en fait, t'es sur le tas. Comment ça se fait que t'as fait ta rentrée le 19 septembre, t'as pas fait ta rentrée Ah mais non, parce qu'en fait beaucoup d'élèves, c'est rare les élèves qui arrivent le premier jour et qui ont un AESH de suite. Hein. Les notifications, ça tombe quand ils ont fait les recrutements, quoi. Moi, ils m'ont recruté, je crois, début septembre, quoi. Donc, forcément, je pouvais pas être en poste. Donc, et donc, les élèves étaient en attente d'une AESH. Ils faisaient comme ils pouvaient. Ils faisaient comme ils pouvaient. Et donc, je suis arrivée. Donc, oui, j'avais 2 élèves accompagnés, donc en accompagnement mutualisé. Donc et voilà, donc on a fait connaissance. Et puis, alors ça se passe comment cette rencontre? Parce qu'eux ils sont là depuis 2 semaines. Voilà, eux ils sont déjà là depuis 2 semaines. Ils commencent à créer leur repère, leur marque. Voilà. Ils doivent arriver. Alors il y en a qui attendent parce qu'ils sont dans la demande et il y en a d'autres qui n'attendent rien. Comme ça s'est passé pour moi. Donc je devais accompagner une élève qui j'ai rencontrée à l'infirmerie et donc c'était une élève atteinte de troubles du spectre autistique. Et qui était dans le déni de toute façon et qui quand elle m'a vue m'a dit c'est bien gentil d'être venu mais vous pouvez rentrer chez vous, j'ai besoin de personne. Alors je me suis dit ça commence mal. Et puis alors désarçonné parce que déjà j'avais jamais travaillé avec le handicap. Ouais. Alors on a plein de cours théoriques. L'autisme, ça c'est travaillé en AMP, on a des pavés sur l'autisme. Donc oui, en théorie, ça, j'avais tout sur le papier. Mais alors, pas comme ça. Je me suis dit, ça va être sympa l'année. Et puis, donc c'était une seconde. Et je me suis dit, ça va être quelque chose. Donc je me suis dit, ok, première entrevue, c'était très bref, parce qu'elle est partie après. Ouais. Pas de filtre, elle avait pas de filtre, pas de. Donc, ok, je me suis dit, ok, très bien. J'ai reçu l'autre élève,
Le contact s'est fait de suite, elle était en attente, elle avait déjà... Il faut dire que la première élève que je suivais avait eu une AESH en primaire, puis au collège, parce qu'elle était dans une petite structure qui avait été bien préparée, donc ça s'était très bien placé. Et peut-être qu'en prévision du bac, les parents avaient peut-être eu plus peur, donc ils avaient voulu une sécurité, une béquille, je pense. Hein. Et tandis que l'autre élève, elle était suivie depuis sa petite scolarité, donc elle avait déjà eu plein d'AESH, elle savait comment ça fonctionnait, le lien, bon, pas de souci. Pas de souci. Elle, pour le coup, elle comptait les jours. C'est quand elle arrive, mon AESH. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y avait, elle était en demande, hein, elle était en demande, et puis il y avait besoin, et puis il y avait cette connivence, ce lien qui s'est noué tout de suite. Alors que pour l'autre élève, il a fallu que j'y aille petit à petit. Je ne voulais pas non plus qu'elle se sente frustrée, parce que le regard des autres était important. Et je pense que quand on est petit, d'avoir une AESH, ça passe. Mais quand on est au lycée, le regard des autres dans la classe, et tout de suite, ça va montrer qu'il y a une différence en fait. Ça va lui renvoyer qu'elle est différente des autres. Pourquoi ? Un enfant qui est accompagné dès la primaire, effectivement, il va se construire avec cette aide et il va évoluer avec l'aide d'une AESH, d'une personne. Donc il va moins se poser peut-être effectivement de questions. Pour lui, ça va être comme de porter des lunettes, quoi. C'est ça. Il a besoin de voir, donc il va porter des lunettes. Il a besoin d'une aide humaine. C'est logique qu'il ait une aide humaine. Et voilà, il va moins se poser de questions. Effectivement, quand tu arrives avec une adolescente qui n'a jamais été aidée, pour le coup, comme premier contact, il y a mieux. Il y a mieux, et puis bon, c'est des classes de 38, enfin je veux dire, sont très nombreux. Là, c'est un peu la jungle pour elle. Elle était dans un petit collège où elle était surprotégée, avec une classe avec un petit effectif, où ils se connaissaient tous depuis la primaire, donc elle était dans un cocon. Sauf que là, elle arrive, c'est la jungle, quoi, et encore petite jungle comparée à d'autres établissements. Et du coup, très perturbée, enfin très... Et donc je ne voulais pas plus la perturber, sachant que déjà, elle avait du mal à accepter ma présence. Donc au début, je me suis mis au fond de la classe. Je ne voulais pas Je lui ai dit, écoute, ok, on va s'apprivoiser petit à petit. Moi, je vais me mettre au fond de la classe. Je vais comme ça regarder tes interventions, comment tu évolues au sein de la classe, ton comportement. Ça m'a permis j'ai fait ça pendant 1 semaine et demie à peu près. Ça m'a permis de voir quel était son comportement, ses réactions, ses interventions, ses interactions sociales ou pas. Et ça m'a permis, voilà. Et après, je lui ai dit, bon écoute, je suis quand même là pour t'accompagner, donc il va falloir quand même qu'on se rapproche un peu, que je sois avec toi, parce que j'ai vu des choses qui me gênent un petit peu dans ton comportement, et qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, qu'on va en discuter. Donc c'était très timide, elle était très dans son coin de la table. Voilà. Et c'était compliqué au début. Mais il y a eu quelque chose de magique, un voyage scolaire. Ah, magnifique, aller à Paris. 4 heures de transport, et je peux vous dire que ça fait du bien. Parce que du coup, alors, je lui ai pas laissé le choix, hein. Je lui ai dit, écoute Nina, hop, à côté de moi, devant, premier rang. Et puis j'ai dit, on va parler. Et on a discuté pendant 4 heures, 4 heures et demie de trajet de l'année. On avait que discuter sur sa vie, moi je me présentais. Et on a discuté toutes les deux, il y a eu un échange, alors c'est qu'il n'avait jamais eu jusqu'à présent. Et ça m'a permis de la connaître, ça m'a permis de nouer ce lien, d'avoir un peu de mieux la connaître en fait, de poser des questions sur sa vie personnelle. Et puis pour elle aussi, de mieux te connaître. Voilà, et elle aussi, parce que je me suis aussi confiée sur ma vie à moi, sur mon parcours, et qu'on allait avancer toutes les deux, de toute façon, que c'était comme ça, et que pour un travail, un accompagnement efficient, il fallait qu'ils mettent chacune d'une autre. Et à partir de ce jour-là, on a réussi à avancer. On avait noué ce lien en fait. Il a fallu cette sortie à Paris et voilà, le lien s'est fait. Et après, c'était pas toujours facile, hein, je vais pas vous dire, c'était pas toujours facile, mais on a eu des petits incidents
des petites crises qui nous ont rapprochés en fait. Parce que donc sur cet élève autiste par exemple, qui était très bon élève, alors moi j'arrive dans cet établissement, je ne connais personne, je ne connais pas les profs, je ne connais personne. On est en lien souvent avec les profs, on est dans la salle des profs avec eux à chaque récré, on est dans les cours avec eux, et alors quand ils voient l'élève en question, très bon élève, pourquoi ils ne comprennent pas. Pourquoi il y a une AESH? On m'a fait la réflexion. Moi, je vois pas du tout pourquoi vous êtes là, ça sert à rien, c'est une très bonne élève. Ok, alors tu sais, au début, t'es nouvelle, donc forcément, je pense qu'on te teste, je pense que... Et puis, il n'y avait pas forcément beaucoup d'AESH. Et donc, bon, tu te dis, c'est pas grave, laisse-les parler. Et parce que oui, effectivement, très bon élève. Donc, bon, hormis elle prenait la parole intempestivement, elle levait pas la main, elle n'avait pas tous les codes. Voilà, elle n'avait pas les codes. Et bon, ça dérangeait pas mal les profs quand même. Mais après, sinon, tout le reste, ça roulait quoi. Au niveau des apprentissages, c'était bon. C'était bon. Après, bon, pas de filtre, pas d'humour, pas de double sens, enfin voilà, tu vois. Mais tout le monde me disait, je comprends vraiment pas pourquoi elle a une SH, parce qu'elle est très bonne, regarde, elle m'a fait ce devoir-là, 19. Je disais rien. Mais moi, je ne quittais pas des yeux que cet élève est autiste et que il peut y avoir des situations dans lesquelles il y a un inconfort qui peut amener une crise, qui peut amener... Et je me suis dit là, moi, je peux gérer parce que je suis formée pour. Le prof n'est pas formé pour. Et il ne s'attend peut-être pas justement parce que le prof oublie l'handicap parce que c'est un bon élève. Donc on oublie le reste. C'est un bon élève, voilà. Et puis il y a eu une sortie à la médiathèque. Très bien, mais ça s'est passé en tout début d'année. Donc je crois que ça s'est passé après le voyage scolaire à Paris. Enfin, très vite, même pas un mois après mon arrivée en poste. Oui, très bien, prof de français nous dit, oui, sortie à la médiathèque, il va y avoir la lecture d'un texte, L'homme à l'oreille coupée. Très bien. Elle me dit, on se divise en 2 groupes, moi je vais avec ce groupe-là, toi tu vas avec l'élève et ce groupe-là, vous allez écouter, voilà, la bibliothécaire nous faisait une lecture de... Alors déjà, L'homme à l'oreille coupée. Très bien, alors faut savoir que les autistes en général se font une représentation tout de suite. Ils n'ont pas de second sens, de sens figuré, de sens... Et alors ce texte, c'était l'homme qui avait une oreille coupée, et avec du sang, avec du machin et tout. Oh là là. Et puis c'était quand même violent, enfin. La manière dont c'était raconté, bon c'était le but, hein, c'était... Mais Nina, forcément, très sensible, hypersensibilité sur ces sujets-là. Donc alors tu parles d'un homme à l'oreille coupée, oui, après tu parles de sang, tu parles d'une mare de sang, de machin. Ah alors là, je l'ai vu commencer à se tortiller sur la chaise. Je regardais, je l'ai vue devenir blanche, et là j'ai juste eu le temps de la rattraper. Et je me suis dit, oups, on sort. Alors on est sorti, on est allé se mettre dans des petits canapés, où là elle a repris un peu ses esprits, et elle m'a pris dans les bras. Alors une personne autiste refuse en général le contact. Elle m'a pris dans les bras, et je lui ai fait un câlin parce qu'elle avait besoin d'être rassurée. Elle n'était pas bien du tout, elle était en pleurs. Et donc il a fallu que je calme cette crise. Donc voilà, je l'ai rassurée comme un petit enfant, hein, voilà, je lui ai caressé la tête, je l'ai rassurée, voilà, je lui ai dit que c'était qu'une image, ce n'était pas la réalité. Et donc après, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça va un peu mieux, Nina? J'ai dit, écoute, essaye de reprendre tes esprits. Et puis j'ai dit, voilà, on fera partie du 2e groupe, on va laisser tomber la lecture. Et elle est allée se mettre dans la médiathèque au rayon enfant. Elle s'est mise en boule sur un pouf en position fétale, et elle a pris une BD de Tom Tom et Nana. Et c'était son moment à elle pour d'être dans un cocon, d'être dans se ressourcer, voilà, se ressourcer sur elle-même, voilà, dans quelque chose qui la rassure. Et sur ce, la prof de français qui sort avec le groupe et qui dit, Nina, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas de ton âge.
D'où la nécessité de la présence de l'AVSH. Voilà. Ouais. Et alors là, j'ai dit bingo. Ouais. Et je regarde et je lui dis non, mais je dis elle vient de faire une crise. Et en fait, ce moment-là, c'est son moment à elle où elle est dans une sorte de cocon où elle va se régénérer, où elle va reprendre confiance en elle. Et elle a besoin de ce moment-là, de se mettre dans sa bulle. Elle me dit ah bah j'ai fait une boulette alors. Je dis en gros oui Isabelle, oui tu as fait une boulette. Et du coup, je me suis dit attends, je suis rentrée. Et j'ai dit, voyons voir, je vais quand même demander au CPE, enfin à celui qui est un peu au-dessus, à qui je réfère le plus facilement qu'au proviseur ou au proviseur adjoint. Je suis allée lui raconter l'événement. Et j'ai dit, est-ce que tu me permets d'envoyer un mail à l'équipe pédagogique pour relater l'incident et pour justement remettre le doigt sur le handicap de Nina et pour asseoir ma légitimité en même temps. C'était ma petite revanche perso. Ouais. Et donc du coup je l'ai fait. Et j'ai raconté l'incident et j'ai dit alors oui, elle est peut-être une élève très bonne, parfaite dans plein de domaines, mais elle a ses fragilités et elle peut rentrer en crise à n'importe quel moment et il faut être capable de pouvoir gérer cette crise. Et donc voilà. Et à partir de là, j'ai été reconnue dans mon poste d'AESH. Et oui, en même temps, les profs sont pas non plus formés pour reconnaître et pour connaître aussi ces différences-là. Donc, d'où la nécessité effectivement de travailler en équipe et de pouvoir échanger avec les professionnels de ton secteur. C'est ça. Pour le coup, d'aide à la personne pour que chacun puisse tirer profit des compétences de l'autre. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais que tu souhaitais travailler davantage avec les ados plutôt qu'avec les enfants en primaire. En fait, pourquoi tu as un attrait particulier avec les ados Alors, les ados, parce que j'ai toujours plus ou moins bossé avec les ados. J'ai bossé en collège, j'ai bossé en lycée, j'ai fait de l'externat, de l'internat. Et puis personnellement, dans ma vie, j'ai des enfants. J'ai des enfants et dont ma fille, qui, adolescente, a été un peu compliquée à gérer. Le fait de faire cette formation aussi, parce qu'elle a commencé à être un peu compliquée à gérer lors de ma formation. Ouais. Et c'est peut-être cette formation qui m'a donné les clés, en fait, qui m'a permis de m'ouvrir aux autres pour trouver de l'aide à l'extérieur, parce que moi, personnellement, je n'y arrivais pas. Et il a fallu que je demande de l'aide et accepter l'aide qu'on me proposait. Après, c'était un moment dans ta vie où c'était quand même compliqué pour toi. C'était très très compliqué. Tu venais donc d'un accident professionnel. Voilà, j'étais en reclassement. En pleine remise en question dans ta vie perso, dans ta vie pro. Qu'est-ce que je vais faire, aussi bien avec mes enfants que dans ma vie professionnelle. Donc période pleine de questions et en même temps pleine de difficultés à gérer en même temps. Pleine de choses à gérer en même temps. Alors je sais pas si j'ai géré au mieux. Mais j'avais ma fille à essayer de sauver du comportement qu'elle avait. En fait, elle s'aimait pas, elle voulait se faire du mal. Et moi, j'avais peut-être pas les armes suffisantes pour y arriver moi-même. Alors c'est sûr que la formation m'a aidée parce que j'ai trouvé une écoute bienveillante qui m'a conseillé, voilà, et qui m'a soutenue parce que c'était vraiment pas évident pendant cette période-là d'être en plein dans les examens. En plus, c'était les examens, c'était rédiger les écrits, les mémoires et tout, et donc ça me demandait beaucoup d'énergie, et en même temps j'avais la tête ailleurs, donc c'était très compliqué. Ça a été très compliqué et j'ai été fière de moi d'avoir réussi cette formation. Bon, après, je pense que ma fille a été sauvée aussi de cette mauvaise période qu'elle traversait. Alors peut-être pas comme elle l'aurait souhaité elle, ou comme moi j'ai eu des doutes aussi, on ne sait jamais si on prend les bonnes décisions, mais
ça restera une plaie ouverte. Hein. Parce que quelle décision tu as prise pour le coup, comment tu as géré cette période-là? Elle voulait se faire du mal à elle-même. Elle était mal dans sa peau, elle cherchait des réponses à des questions qu'elle n'avait pas. Et comme j'étais la seule à être là, j'ai un peu payé pour ça. Et donc je n'y arrivais plus, elle fuguait, elle se mettait en danger. Elle était très jeune, 13 ans et demi, on ne peut pas se mettre en danger comme ça. Des situations qu'on ne doit pas vivre à 13 ans et demi. Et j'ai demandé de l'aide, j'ai fait le 119. Et on m'a proposé de l'aide, mais il faut savoir que il faut que l'enfant décide d'être aidé. Si l'enfant ne décide pas d'être aidé, ne veut pas être aidé, ils n'iront pas plus loin. Donc la mesure éducative n'a pas pu être mise en place parce qu'elle l'a refusée. Et donc il a fallu que je passe un cran au-dessus, parce que je la voyais qui se détruisait de jour en jour. Et alors même si pour elle c'était elle se détruisait, la scarification, enfin voilà, les mises en danger, mais elle c'était aussi la liberté, hein, elle fuguait, elle était libre, mais moi je ne dormais plus donc il a fallu que je demande à être reçue par le juge aux affaires familiales et qu'on me propose des solutions pour la mettre à l'abri des dangers. Si moi j'arrivais pas à faire qu'elle aille bien ou qu'elle se mette pas en danger, il fallait qu'on m'aide. Et donc je voulais pas de placement en structure, je la trouvais trop fragile pour ça. Et tu craignais quoi dans les structures? Elle a tendance à se raccrocher à tout ce qui est pourri. La branche pourrie, elle va se raccrocher à la branche pourrie. T'avais peur que j'avais peur que ça l'enfonce. Puisse faire de mauvaises fréquentations, potentiellement. J'avais peur parce que j'avais entendu, j'avais des collègues qui avaient bossé dans des structures d'accueil de jeunes, des foyers pour jeunes et tout, et je ne pensais pas que ce soit la solution adéquate pour ma fille. Alors après, pour rassurer certains parents qui pourraient écouter ton témoignage, il y a des enfants qui sont accueillis dans ce type de structure et pour lesquels ça se passe très bien. J'en ai connu au lycée qui sont accueillis dans les structures. Mais effectivement, moi je parlais en tant que parent, mais en fait, bien sûr, je vais te dire que on peut avoir des représentations ou avoir des mauvaises expériences aussi. Mais je vais te dire que le placement en famille d'accueil pour moi n'était pas non plus. Je voulais de l'aide, mais en fait, j'ai très mal vécu le placement en famille d'accueil. Donc le juge m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je ne voulais pas de foyer. J'ai dit que je préférais qu'elle soit dans une famille d'accueil, loin de la périphérie, pour rompre avec son cercle d'amis malveillants. Et donc il m'a laissé une demi-heure dans la salle et après il m'a rappelé et ils avaient la solution. Donc même ça, je veux dire, j'étais rassurée, mais c'était dur pour moi. Mais c'est normal. En même temps, je rappelle, tu étais dans une période, tu étais quand même toute seule pour élever ta fille. Tu étais en formation, tu étais en fin de formation, en période de certification. Derrière, il fallait trouver du travail, il fallait t'occuper de ta fille qui souffrait elle aussi. À ce moment-là, est-ce que tu as été épaulée, toi? Est-ce que tu as été aidée? Est-ce que tu as été soutenue? C'est-à-dire que je le cachais, en fait. J'avais honte de ne pas être à la hauteur, en fait, de ce qu'on attend d'une maman qui doit protéger. Tu penses que tu n'as pas été à la hauteur quand même en alertant et en prenant ce type de mesures-là? Moi, je pense que tu as été plus qu'à la hauteur. Pour moi, après réflexion, oui. Pour ma fille, non. Après, c'était dur parce que même si c'était moi qui avais demandé, j'avais l'impression qu'on me retirait mon rôle de mère. Et je m'accrochais à ça. Je l'ai mal vécu, avec ma fille c'était compliqué pendant cette période-là, mais parce que moi, on me retirait mon rôle de mère, alors que je voulais juste un peu d'aide, mais je voulais quand même garder ta fille avec toi. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas de solution faite sur mesure. Donc j'ai dû composer avec ça, mais ça a été très dur.
très très dur. Mais voilà, tu le sais, tu sais ce que je pense de toi, mais tu as été extrêmement courageuse. Après, oui, extrêmement courageuse, vraiment. Oui, ma famille me le dit aussi. C'est incroyable, toute seule, voilà, mener de front autant de choses, voilà, franchement. Ma famille me l'a dit aussi, mais c'est vrai qu'au début on cache les choses, on a honte en fait, parce que c'est pas dans la normalité, parce que. Ben, la normalité déjà c'est 2 parents. Oui, voilà. Mais toi déjà t'étais déjà hors norme malgré toi. Donc oui, voilà, déjà. Il faut aussi comparer ce qui est comparable. Mais par rapport à l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, par rapport à. Je comprenais pas pourquoi il y avait eu cette déviance, quoi. Oui, alors fallait que je me remette en question, mais je me disais j'ai réussi avec l'un. Mais en fait 2 enfants sont complètement différents. Ils vont voir les choses différemment. Elle a mal vécu le fait d'être entre guillemets orpheline de père. Enfin, je veux dire. Une enfant qui cherche le contact avec son père mais qui ne l'a pas et qui malheureusement se reporte à la seule personne qui est là pour elle, mais qui je suis là donc je vais me défouler sur toi. mais voilà, après oui, ça a été 4 ans durs, 4 ans où les liens s'étiolent un peu parce que la vie malgré tout continue et que moi j'étais en formation, j'ai eu mon diplôme, la vie continue, oui, j'ai le droit de faire des rencontres, j'ai le droit d'essayer de refaire ma vie, et ça a été des reproches, tu vois, c'était oui, voilà, tu m'as placé pour avoir la paix, ou pour... Non, c'était pas ça le but premier, c'était pour la préserver, pour la sauver d'elle-même. Parce qu'elle n'avait pas conscience du mal qu'elle se faisait, quoi. Et quel lien tu avais, toi, avec la famille d'accueil? Est-ce que tu pouvais échanger tranquillement avec eux? Comment ça se faisait? Moi, j'ai mal vécu Alors, même si c'est moi qui ai demandé, j'ai mal vécu le placement. Donc, c'était tendu. J'avais l'impression qu'on m'enlevait mon rôle de mère. Okay. Donc, c'était cordial. Hein. C'était cordial, mais il n'y avait pas trop d'échanges, c'était plutôt avec l'éducatrice qui faisait le lien entre nous. Après il y avait des visites médiatisées, mais c'était très très dur, très très dur. Alors oui, aussi bien elle comme moi, des fois on annulait les visites parce qu'on se sentait pas d'eux, ou parce qu'on savait que ça allait mal se passer, ou parce qu'on était en souffrance toutes les deux. L'éducatrice disait mais c'est pas possible, on va pas avancer, quoi. Et on a eu beaucoup de mal à avancer toutes les deux, mais on avait tellement de choses... Moi j'avais tellement de colère en moi, pourquoi m'avoir fait subir ça à moi. Et puis une forme de culpabilité envers toi aussi, tu culpabilisais beaucoup. Je culpabilisais, mais elle me renvoyait cette image de mère qui l'a abandonnée, quoi. Donc en fait, si c'était pour qu'elle me renvoie ça à la face à chaque rencontre, j'en voulais pas, quoi, en fait. Ouais. J'étais déjà moi assez mal, et elle croyait que j'étais bien, que je m'étais débarrassée du fardeau en quelque sorte, alors que pas du tout. Alors que j'étais en souffrance, une telle souffrance, mais la vie continue aussi. Et la moindre petite belle chose qui m'arrivait, voilà, j'avais pas le droit, en fait, j'avais pas le droit. Elle avait le droit de vivre ça, parce qu'elle n'a pas été matériellement, je veux dire, elle n'a pas été malheureuse du tout pendant son placement. C'était voilà, ça ne fait pas tout. Mais après, elle adorait sa famille d'accueil, très bonne famille d'accueil, mais... Ce qui renforçait peut-être encore plus chez toi le sentiment de culpabilité, de ne pas être à la hauteur. Parce que je me disais, il arrive, lui donner des belles vacances, voilà. Et que, oui, en fait, oui, ce placement, c'était loin des valeurs aussi que je lui inculquais, parce que, et l'argent de poche, et ceci, et cela, on a plein de... Et alors que moi, je lui ai inculqué d'autres valeurs où... et j'avais l'impression que, alors oui, on dépréciait encore plus mon rôle de mère, quoi, parce que du coup, claquer les doigts, on avait ce qu'on voulait, quoi. Et elle le vivait bien, ça. Hein, mais moi, il y a plein de choses que j'ai mal vécues, mais il fallait faire avec, ça faisait partie du package. Et quand on demande de l'aide, on prend l'aide qu'on nous donne. Après, on peut pas adapter en disant, oui, mais moi j'aimerais que ce soit... non. Ok. Aujourd'hui, quelques années plus tard,
Vous en êtes où dans votre relation? Est-ce que effectivement tu as avancé aussi toi de ton côté? Est-ce que tu t'en veux moins? Est-ce que tu penses avoir pris les bonnes décisions? Est-ce que tu penses avoir été à la hauteur? Où tu en es? Où vous en êtes? Ça sera toujours une plaie béante pour moi. D'ailleurs, c'est dur d'en parler. Je n'oublierai pas cette période. J'ai pris du recul dessus, donc je me dis que c'était le choix que j'ai fait à l'époque et je pense que je referai le même maintenant. J'avais besoin d'aide, de toute façon, elle avait besoin d'aide. Après, ça a été difficile, certes. Ça a laissé des traces, certes. Mais elle est là, elle est toujours là aujourd'hui et je crois que c'est la plus belle des récompenses. Je ne sais pas si j'avais rien fait, si elle serait toujours là aujourd'hui, je ne sais pas. Là, elle est là, elle est maman, elle a sa propre vie, et voilà. Tu as une petite fille? J'ai une petite fille magnifique, extraordinaire, qui est le soleil de ma vie. Et c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Je lui ai toujours dit, j'étais présente à l'accouchement, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Et je la remercie pour ça. Après, les relations sont un peu compliquées, mais ça s'apaise quand même. Je pense que cette petite a apaisé nos relations. Cette petite, je reporte tout mon amour. Cette petite, c'est le soleil de ma vie. Voilà, et elle le sait. Ma fille le sait, et je lui ai dit, cette petite, il ne faudra jamais me l'enlever. C'est ma raison de me lever le matin. Voilà. Et c'est aussi peut-être parce que c'est la fille de ma fille. C'est peut-être, voilà, et que je veux qu'elle ait toutes les billes en main pour être une bonne maman. C'est une bonne maman. Et même si elle a eu son enfant jeune, c'est une bonne maman, faut pas qu'elle en doute, et que sa petite doit être son moteur, et de faire toujours tout dans l'intérêt et dans le bonheur de sa fille, quoi. Ensuite, tu refais ta vie. Oui. Tu rencontres ton conjoint. Alors que j'avais pas du tout envie. C'est comme ça, c'est la vie, on choisit pas. Ah oui. Et surtout, je disais à toutes mes collègues aux formations, je dis alors moi là, je ne veux pas de mec, mais alors surtout pas, je veux prendre le temps. C'était une période où j'avais besoin de temps, où j'avais besoin certainement pas de rencontrer quelqu'un, mais voilà. Et là, tu rencontres le package aussi, le package, j'ai rencontré le package. Alors j'ai rencontré un charmant papa de 2 enfants, dont un enfant handicapé. Ouais. Alors faut savoir que moi le handicap c'était pas le truc qui me bottait. Qui me bottait, hein. Ouais. Franchement, j'ai fait AMP, mais j'ai pas fait AMP pour. Alors on est amené à travailler avec tout public, ouais, hein, bien sûr. Mais peut-être parce que j'en avais peur. Le handicap. Il y avait des représentations aussi. Par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Alors que mon meilleur ami est handicapé en fauteuil, mais par manque de connaissances, le handicap m'a toujours fait peur. Et je sais pas pourquoi, alors qu'on m'a toujours appris à avoir un regard, j'ai toujours appris à mes enfants aussi à ne pas avoir un regard insistant sur, d'être ouvert, mais voilà, j'ai inculqué ça à mes enfants et c'était très important, de ne pas voir le handicap d'une manière malveillante ou quoi que ce soit. Alors que ce qui est fou, pour certaines personnes, la psychiatrie peut faire peur. Ah oui. Et toi, tu as adoré. Alors oui, c'était une vraie rencontre. Une vraie rencontre. Alors, et pourtant, c'était pas gagné non plus. C'était pas gagné parce que j'ai demandé la psychiatrie en stage pendant ma formation d'AMP. Et puis, bien sûr, forcément, ils vous prennent. Donc, je me suis dit, oui, ça m'intéresse, oui, je vais aller voir. Alors oui, j'ai voulu aller voir, j'ai vu, oui. Alors, j'ai pris peur au début, hein, je veux dire, le premier jour... j'étais pas rassurée, mais je me disais, oulala, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais franchement... Peut-être plus par l'environnement que par le public, pour le coup. Oui, l'environnement m'a fait peur. Mais déjà, oui, c'est particulier. C'est particulier, le bâtiment et tout, c'est particulier. Et après, le public... tout, l'endroit, les gens. Et là, je me suis dit, allez, vas-y. Vas-y, après tout, tu sais pas, ça peut le faire. Et ça l'a fait, mais grave.
J'ai adoré la psychiatrie, mais si on embauchait des AMP en psychiatrie, mais je serais la première à signer. Ouais. Je pense qu'il faut y aller, mais il faut tout laisser à la porte d'entrée, quoi. Il faut surtout pas avoir peur, il faut être à l'aise, il faut porter un regard d'égal à égal, en n'oubliant pas quand même qu'il y a danger, mais ça n'empêche pas de nouer un lien, ça n'empêche pas le dialogue, ça n'empêche pas de faire plein d'activités. Et j'ai beaucoup aimé la psychiatrie. Et franchement, si j'avais pu, je serais restée plus longtemps. Un stage d'un an ne m'aurait pas dérangé. Ouais. Bon, excuse-moi, j'ai fait une parenthèse sur la psychiatrie, mais je sais à quel point tu as aimé cette expérience professionnelle. Donc voilà, pour en revenir au package, donc à ton conjoint et ses enfants. Donc voilà, enfant en situation de handicap. Voilà, je rencontre mon conjoint. Alors que c'est la période de ta vie où c'est pas le chaos, mais c'est extrêmement compliqué. Il fallait pas me rajouter quelque chose. C'est ça. Bah, pour le coup, si. Si. Je dois chercher moi quelque part, mais il fallait surtout pas me rajouter quelque chose. Et ça, on choisit pas en même temps. Et ça vient se rajouter. Et voilà, c'est des choses qu'on nomme pas forcément. Alors moi j'avais aussi un bagage qui était lourd avec ma fille de mon côté. Il avait un bagage qui était lourd avec son fils handicapé de son côté. On s'en était pas parlé. Mais pour pas faire peur à l'autre. Voilà, pour pas faire peur, mais on s'est dit quand même, il allait falloir lâcher le morceau. Et nous l'avons lâché. Bon, moi j'avais bien vu que sur des photos réseaux sociaux, il y avait, on voit un fauteuil, ça se voit forcément. Et donc, tu peux parler rapidement du handicap donc de ton beau-fils. Alors mon beau-fils est donc à 16 ans et demi, il est infirmité motrice cérébrale avec un taux d'incapacité de 80%, donc il ne marche pas, il n'a pas la mobilité de ses deux bras, enfin il y en a un qui marche un peu moins bien que l'autre. Sinon au niveau capacité mentale, tout va bien. Voilà, mais par contre il ne parle pas trop, il a que quelques mots à son vocabulaire, mais on arrive à se comprendre avec les pictogrammes, voilà, ou un petit peu le langage des signes. Lui, il va travailler un peu le langage des signes, mais c'est plutôt les pictos. Il a un classeur, peu méthode PEX. Voilà, c'est ça, avec des images, avec voilà, donc on arrive à communiquer comme ça, mais ça reste un peu ça reste un peu frustrant quand même à certains moments. Parce que vous allez étayer avec une tablette ? Oui, on va étayer avec une tablette, là on va essayer, on pourra rajouter du contenu quand on veut, des photos, ça sera sympa, puis il faut être avec son temps, c'est un ado. Bien sûr. C'est un ado, donc comme il est tout le temps sur la tablette, il faut bien qu'elle sorte. Mais oui, c'était moi je l'ai connu, il avait 9 ans, donc c'était un petit gamin. Je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, on jouait aux voitures dans le salon là et tout, et c'était le petit gamin qu'il fallait surprotéger. C'était le pauvre. C'était les représentations de la famille. Ouais, voilà. Ça venait d'où ça ? Du papa. D'accord. Okay. Le papa qui n'avait pas fait son deuil d'avoir. Alors il était accueilli dans quel type de structure ? Alors au début, il a fait sa scolarité ici avec une AVS. D'accord. Donc et puis la maman qui avait pris un temps, un mi-temps, je crois, ou qui avait pris du temps pour l'élever à la maison, voilà, enfin pour être présente. Et puis le papa aussi qui avait à 80%, voilà, enfin voilà, il était et puis après, plus tard, il a été en structure. Dans quel type de structure ? Alors un IEM, voilà. Chaque fois je me un IEM, et puis où donc il avait du temps aussi sur un collège. Il faisait aussi des apprentissages au collège et du temps en structure. Et maintenant il a grandi, donc il n'y a plus de temps en collège puisqu'il n'a plus l'âge d'aller au collège, sur un dispositif de classe Ulysse, voilà. Et donc maintenant on travaille plus la vie d'après. C'est-à-dire on commence les sorties, on commence à savoir gérer son argent, on commence à aller faire des sorties culturelles, des restos avec les potes. Voilà, ils bossent plutôt, là maintenant ils vont bosser sur l'indépendance. Et c'est sympa. Alors on est sorti du regard du pauvre petit garçon pour le coup. Ça s'est fait comment ce cheminement ? Moi je suis arrivée, c'était compliqué. Le papa n'avait pas fait le deuil d'un enfant handicapé.
Il s'était séparé d'avec la maman, donc et il se retrouvait en garde alternée. Alors avec un papa qui était au départ pas très impliqué, enfin il était plus en recul. Alors il y avait les grands-parents qui étaient très présents, hein. Mais quand j'ai vu ça, je me disais waouh, il est dans du coton le gamin. C'était le pauvre petit. Le pauvre petit, on va lui donner la béquille, on lui donne à manger. Pauvre petit, on le chouchoute tout le temps, on est tout le temps sur lui, tout le temps. Et je me suis dit waouh. Et j'ai dit mais comment il va grandir ce petit? Ouais. Alors moi j'avais mon regard d'AMP. Et j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas le faire. Parce que moi, avant tout, j'avais ce regard de professionnel. Ouais. Et là, j'ai dit non, mais là, vous allez droit dans le mur. Pas évident hein, pour quelqu'un qui arrive dans leur vie. Dans leur vie, et puis j'ai tout chamboulé. Ouais, et puis pas évident de dire à des grands-parents qui sont occupés depuis 9 ans. Bien sûr. Ou son papa de dire bah là, non, vous faites pas bien, quoi. Bon, j'imagine que tu l'as pas dit comme ça. Si? Un peu. Ah, d'accord. Je suis assez cash, donc. D'accord. J'ai dit, mais vous savez, il faut pas faire à la place d'eux. Ouais. On n'est pas là pour faire à la place d'eux. En fait, il va falloir lui donner un maximum d'autonomie possible pour que, à long terme, ils puissent se débrouiller tout seuls. Ce qui n'était pas entendable à l'époque. Hein. D'accord. Donc, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais petite chose après petite chose, où j'étais assez, mais je suis comme ça, je suis assez ferme, je suis assez, mais tout passe. Ça dépend comment on l'amène, mais ça passe, ça passe. Et ben maintenant, il est quasiment autonome. Il a 16 ans et demi et le chemin s'est fait. Alors j'ai réussi, mais je suis une AMP. Alors je suis sa belle-maman, oui, mais je suis AMP. Et ça fait partie de moi. Ouais. Donc il n'a pas eu le choix, il a dû faire avec. Parce qu'à moi tu me la fais pas. Donc moi le petit garçon, machin. Non. Moi tu vas faire. Et puis alors oui, forcément. Et moi il sait qu'il peut pas en jouer. Donc il va en jouer ailleurs. Il va en jouer chez sa maman ou n'importe. Mais ici, et maintenant quasiment partout, il est pratiquement autonome. Enfin, autonome, je parle dans nous les gestes qu'il peut accomplir lui tout seul. C'est-à-dire qu'il arrive à faire ses transferts lit fauteuil tout seul, il arrive à s'habiller, à se déshabiller, il arrive à aller aux toilettes tout seul. C'est des choses qu'il mange tout seul, des choses qu'il ne faisait pas et qui n'étaient pas entendables. Aujourd'hui, ça fait donc 7 ans que tu es apparu dans la vie de ce jeune homme. Aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que voilà, sa famille reconnaît effectivement le travail peut-être que tu les as aidés à faire? Vous en êtes où? Alors, moi je crois que j'ai dans le regard de son père, de ses grands-parents, je crois qu'on a tout gagné. Jamais ses grands-parents, qui sont très proches de lui, n'auraient pensé un seul jour qu'Antonin puisse être autonome à ce point. Et franchement, je crois qu'ils seront reconnaissants éternellement. Ils me disent, mais ce que tu as fait avec lui, et puis même le papa, je pense qu'il avait fait le deuil d'avoir un enfant un peu normal, et de voir tout ce qu'il réussit à accomplir, mais une fierté. Après, mais même au quotidien, je veux dire, même dans son institution, là, il arrive à faire du tricycle, mais l'année dernière, quand on a découvert qu'il faisait du tricycle, mais on pleurait de joie, quoi. On lui a acheté un tricycle dans la foulée, et de voir ça, mais jamais... on se disait, mais un enfant qui marche pas, comment tu veux qu'il fasse du tricycle? J'y croyais pas quand ils nous l'ont dit. J'ai dit, mais alors là. Et puis non, mais c'est génial en fait de voir tout ce qu'il est capable. Il a une volonté, ce gamin, mais une volonté. C'est une belle leçon de vie qu'il nous fait. Est-ce qu'il t'a pas permis, lui à sa manière, de reprendre confiance en tes capacités de maman? Si. Est-ce qu'il n'est pas arrivé, lui, au bon moment dans ta vie à toi? Oui, il est arrivé au bon moment, et alors c'est à double tranchant, parce que ma fille aussi s'est retrouvée un peu jalouse aussi. Bien sûr. Donc, mais c'était quand même une période qui était compliquée pour toi, parce que tu culpabilisais beaucoup, tu te sentais pas légitime et à la hauteur. Mais pour lui, voilà, je voulais que ce soit... Alors, c'est son handicap, mais je voulais qu'il soit le plus normal possible. Ouais. Je ne voulais pas que les gens portent ce regard... plusieurs fois, tu vois, quand tu vas en ville, quand tu vois le regard des gens sur le handicap,
Des fois, tu as envie de. Alors, tu prends sur toi. Ouais, c'est ou tout l'un ou tout l'autre, quoi. C'est-à-dire ou le regard rejet, ou le regard trop compassion, voilà. charité. On voit beaucoup de regards rejet. Moi, je vois beaucoup de regards rejet et je pense que c'est dur pour le papa, parce que ça renvoie au handicap, alors que nous, là, on le voit, hormis qu'il y ait on le voit moins, quoi. Pour moi, il est capable de tellement de choses, il a fait tellement de progrès que oui, d'accord, il est handicapé, mais il y a pire. C'est toujours ce que je dis. J'ai dit, il y a pire. J'ai dit, tu vois, on arrive à se comprendre, il arrive à se déplacer, il arrive à faire plein de choses dans la maison. Mais oui, voilà, tu vois. Et ça s'est travaillé. Alors qu'au début, tu pensais jamais qu'il arriverait à faire tout ça. Mais parce qu'il faut laisser le temps. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient. Et il y a eu, oui, avec le Covid, il y a eu le confinement. Donc on l'a eu à la maison plus souvent. Bien sûr. On a pu mettre des choses en place. C'est là qu'on a commencé le déshabillage, l'habillage. Et voilà. Et voilà. Ça, alors au début, peut-être qu'il y a mis 1 heure pour enlever les t-shirts. Mais je peux vous dire qu'après, c'était génial, quoi. Là maintenant, ça lui prend même pas 10 minutes. Déshabillage et mettre le pyjama, refaire ses transferts lit fauteuil et hop, il est là 10 minutes après, quoi. Et aujourd'hui, donc tu nous as fait le bilan un petit peu, voilà, de ta relation avec ta fille. On sait où vous en êtes et c'est vraiment chouette parce que vous avez vécu ensemble des périodes compliquées. Et bravo pour le parcours que vous avez traversé ensemble. Aujourd'hui, vous êtes 3, voilà, de ton côté à toi. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a cette famille, il y a cette belle famille, une famille recomposée que tu as aidé, qui t'ont aidé aussi. Voilà, c'est génial. Et dans ton parcours d'AESH, aujourd'hui, le bilan, ça serait quoi? C'est très formateur parce que c'est... Enfin, je veux dire, on va pas dire ça, mais le rôle de maman, mais non, en fait, le rôle d'accompagnant. Mais on a un peu toutes les casquettes. Alors, quand on a des petits secondes qui arrivent, c'est encore des bébés, quoi. Et on a une multicasquette, quoi. On accompagne, mais dans la bienveillance, et on est aussi là pour pallier à certains manques ou à certains. Donc l'accompagnement ne se fait pas pareil d'une personne à une autre, d'une année à une autre, et c'est très riche d'enseignement parce que c'est pas forcément aussi que la scolarité, que ça peut un peu déborder aussi sur le personnel. Bien sûr, c'est normal. Et cette année c'était complètement différent des accompagnements que j'avais fait avant, mais ça a été très riche d'enseignement. Tu as eu combien de jeunes là cette année? Alors, j'ai commencé avec 4, mais il y avait, j'étais la seule à l'ESH. Et après, à la fin de l'année, j'ai réussi à n'en avoir que 2, parce que j'ai une collègue qui est arrivée, mais au mois de mai, quoi. D'accord. Donc ouais, non, c'était une super année quand même. Même s'il y a des fois, j'ai douté. J'avoue qu'au début de l'année, j'ai douté. Parce que ça se fait pas comme ça, un accompagnement. Il faut se remettre en question, il faut essayer, c'est se planter, c'est refaire autre chose à côté, voir si ça marche, appréhender d'une autre manière, et puis oui, mais au début ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que les histoires personnelles aussi sont... Des fois, ça roule, hein, ça roule quand tu as effectivement des parents qui accompagnent dans le même sens, mais des fois quand tu as des manquements ou c'est plus compliqué parce que tu dois non seulement accompagner la scolarité, mais tu dois aussi accompagner dans des problèmes perso, voilà, donc c'est plus compliqué. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu sur le plan personnel et professionnel, quel conseil tu pourrais donner à des mamans qui rencontreraient les mêmes difficultés que toi, ou les mêmes envies que toi, ou qui voudraient emprunter le même parcours professionnel que toi? Si tu pouvais remonter dans le temps, quel conseil tu te donnerais à la Karine d'il y a 15 ans? Wow. Alors déjà, il faut savoir se remettre en question, je pense. Il faut savoir accepter nos échecs. Il faut pas lâcher coûte que coûte. Il faut essayer d'être fort. Il faut essayer d'être entouré, de chercher,
faudrait parler, faut parler en fait. Faut partager son expérience. Là, tu vois, c'était une bonne occasion. Et je pense que c'est libérateur aussi pour moi parce que j'ai pas énormément parlé de mon expérience. Hein. C'est quelque chose qui était un peu tabou pour moi. C'est super, t'as un super parcours, tu dois pas. Ouais, mais c'est une période que tu vois, si je pouvais l'effacer, je l'aurais effacé. Mais tu t'es construit avec ça, et aujourd'hui oui, c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait ma force. Maintenant, je crois que plus rien ne peut m'atteindre. Enfin, plus rien. Mais je pense que c'est ce qui a fait ma force, c'est ce qui a fait mon caractère, c'est ce qui fait que je suis comme je suis. Alors si j'avais un conseil à donner aux mamans ou aux personnes qui traversent ça, c'est confiez-vous à votre entourage, à votre famille. Et entourez-vous des conseils bienveillants et essayez de prendre toutes les mains qui se tendent à vous et n'essayez pas de vouloir résoudre par vous-même parce qu'à un moment donné faut pas avoir honte, il faut parler. Faut pas avoir honte. Moi j'avais honte parce que je me disais ouais j'ai failli quelque part, mais c'est pas forcément moi qui ai failli, c'est que c'était un contexte. Donc, mais j'ai mis du temps à faire ce travail après sur moi. Hein. Mais parce que j'ai pas eu de suivi après par un psychologue ou quoi que ce soit. Mais j'ai gardé puis j'ai analysé au fil des années, voilà. Et maintenant, je pense que oui, je suis plus forte. Alors après, je le souhaite à personne, mais c'est formateur. On avance quand même, et puis maintenant j'ai le plus beau des résultats, voilà. Voilà. C'est un parcours compliqué, mais en même temps c'est ce qui a fait ce que je suis maintenant. Et qui fait que je donne aux autres en fait. Je suis assez altruiste. Alors que des fois je devrais un peu penser à toi. Penser à moi, mais alors je le fais quand même, hein, faut pas croire. Hein, je le fais, mais c'est vrai que j'aime bien que tout. Mais c'est ce qui ressort beaucoup à l'écoute de ton parcours, c'est que aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle, en fait, il y a tout. T'es tourné vers l'autre. Ouais. Et des fois, peu de choses sont tournées vers toi. On s'oublie des fois, on peut s'oublier, mais après on remonte la pente parce qu'on a cette force. Ta fille t'a offert une chouette petite fille. Ouais. Ton conjoint t'a offert un super beau fils, une super belle famille. Voilà. Tu vois, dans la vie, c'est aussi ça, quoi. C'est ça, quand on donne aux autres, quelque part, on reçoit aussi toujours en retour. C'est ça. Et moi, je suis heureuse. Hein, mon beau-fils, qu'il en soit là où il en est aujourd'hui, c'est ma fierté. Bien sûr, oui. Mais je suis fière parce que c'est... Et comme je lui dis toujours, hein, alors je dis des fois, tu peux me trouver dur, hein, parce que au début, j'ai eu un peu ce côté un peu trop empathique, un peu trop qui aurait pu me faire tomber aussi dans le milieu, et après je me suis dit attends, hop, t'es AMP hein, quand même, donc on va mettre. Puis c'est aussi considérer l'autre, comme tu disais tout à l'heure, d'égal à égal. À un moment donné, un enfant qui est porteur de handicap, ça reste quand même un enfant. Oui, voilà. Le handicap, il le subit, mais ce qui fait l'être en face de toi, c'est l'enfant. C'est ça. Moi, je fais tout pour qu'il soit un maximum dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de. Je veux qu'on le regarde parce qu'il est beau gosse. À chaque fois, je lui dis, mais on va te regarder parce que t'es beau gosse, pas parce que t'es handicapé. Parce que t'es bien habillé, parce que t'es bien sapé, t'es à la mode, parce que. On va te regarder parce que t'es beau gosse, pas parce que t'es en fauteuil et que t'es handicapé. C'est ça la différence. Et j'ai toujours fait, et je veux toujours que ce soit un gamin comme les autres. Et c'est bien un ado comme les autres, hein, parce qu'il passe la journée sur la tablette, alors... Mais pas pour communiquer, hein. Non, sur les réseaux. On a bien compris. Bon, si tu avais le mot de la fin pour conclure. Je vois pas une autre branche de métier dans le médico-social, dans l'accompagnement que j'aurais pu faire, parce que j'ai longtemps cherché ma voie. Hein. De toute façon, j'ai toujours travaillé avec. Il fallait que je travaille avec les personnes, hein, que ce soit dans l'hôtellerie-restauration, dans le médico-social. Je suis obligée de travailler avec de l'humain. Moi, j'aime le contact, et j'aime travailler avec des gamins. Je sais pas quel gamin je vais avoir d'une année sur l'autre, quelle va être la pathologie, avec quel prof je vais bosser, avec quelle matière. Puis c'est enrichissant. Alors moi, je vais te dire, oui, moi, c'est enrichissant au lycée.
parce que je continue à me former en fait, Ouais, bien sûr. sur des matières que je ne connaissais pas, les géopolitiques, c'est très riche d'enseignement. Et puis tu as intérêt d'écouter, parce que, alors nous, c'est pas comme la primaire ou la maternelle où on va être plus. Nous, on est assis sur une chaise la journée, et puis on va se manger 8 heures, 9 heures de cours par jour. Donc tu as quand même intérêt d'être un minimum scolaire, Ouais. Parce qu'il faut quand même comprendre. Pour pouvoir réexpliquer au cas où à l'élève, il faut être concentré, et t'as pas le droit à avoir des phases down, tu dois être tout le temps ouh. Et c'est ça aussi, c'est que ça te maintient dans le coup, parce que moi au début je dis oh là là, j'ai des élèves qui me prennent l'aspect géopolitique, j'aime pas ça, mais j'adore en fait. Et c'est ça, ça te maintient jeune, parce que tu croises des gamins, alors non seulement ceux que t'accompagnes, mais ceux qui sont avec toi dans la classe, ou ceux qui, voilà, et tu noues des liens avec ces ados là, et c'est sympa, parce que voilà, t'as un autre lien que les profs, ou que voilà, t'es un peu la grande copine, mais t'es quand même, moi j'aime bien ce lien là, et c'est pour ça qu'en lycée j'adore, parce que c'est des ados qui sont quand même mûrs, tu peux avoir des échanges, tu peux avoir j'aime beaucoup. Et puis accompagner l'autre, c'est riche d'enseignement, on apprend tous les jours des choses, c'est pas parce qu'ils sont ados qu'ils peuvent pas nous apprendre des choses, et c'est ça que j'adore. Je trouve que je veux continuer en lycée. T'as vraiment tout dit, t'as très bien résumé. Merci infiniment, Karine. Merci à toi, Christophe, de mettre en lumière un peu de notre métier d'AESH, ou des métiers de l'accompagnement qui sont pas souvent mis en lumière. Mais je fais pas grand chose, c'est vous qui faites beaucoup. Non, je fais juste que parler avec vous, et j'adore ça, donc. Mais l'idée est super bonne, et j'adore le concept. Et ça met effectivement des métiers qui sont un peu dans l'ombre, ou mal méconnus, ou mal appréciés, ça redonne un petit peu d'éclat à ça. Écoute, avec plaisir. Merci pour ta confiance, merci pour ton beaucoup, témoignage. Parce que tu mets à l'aise. J'étais très 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 anxieuse, et franchement, ça s'est super bien passé. Il faut pas, je suis gentil. Ah oui, très. Merci Karine, à la prochaine. Christophe. Salut.